Si jamais le ministère des Armées n'a jamais travaillé sur la question, ce sera une faute, puisque l'actualité américaine démontre qu'en fait on doit s'en préoccuper d'ores et déjà. Et ensuite, ce sera dangereux, parce que c'est là où vous pouvez avoir un certain nombre de décisions improvisées qui se prennent et qui peuvent être mauvaises, parce que justement, si on n'a pas travaillé des scénarios d'anticipation, on peut prendre de mauvaises décisions. Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de EPAN, une série documentaire sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, plus communément appelés OVNI. Avant de vous parler de l'interview passionnante que vous apprêtez à découvrir, je tenais à remercier le Grand JD, créateur de contenu francophone emblématique sur YouTube, qui m'a fait l'honneur de m'inviter sur sa chaîne et grâce à qui beaucoup d'entre vous ont découvert mon travail sur cette chaîne. En termes de visibilité, ça a été un joli coup de pouce, donc du fond du cœur, merci Julien. Si vous permettez que je vous prenne une minute sur un second point, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé s'il était possible de m'aider dans mon travail et à m'avoir exprimé le désir de participer à la normalisation du sujet en France, mais sans savoir comment vous y prendre ou vers qui vous tournez. Tout d'abord, il n'y a rien qui aide plus cette chaîne que de vous y abonner, que de liker, commenter et partager les épisodes. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Maintenant, pour celles et ceux qui aimeraient faire plus, voici ce que je peux vous proposer. Avec Baptiste Friscourt de la chaîne Sentinel News et Szilard de la chaîne Szilard, nous avons lancé cet été Sentinel Culture. Sentinel Culture, c'est une structure associative via laquelle on souhaite organiser des actions culturelles et éducatives sur la thématique des pans. On a plein d'idées, plein d'envies, ce qu'on a moins, ce sont les finances. Donc si vous souhaitez vous investir activement, il existe cette association à laquelle vous pourrez faire des dons, même très modestes, c'est Gestes qui comptent. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Inutile de préciser qu'aucun centime ne finira dans nos poches, ce n'est évidemment pas ce qui motive notre effort et ça ne le sera jamais. Personnellement, j'autoproduis chaque épisode de cette série qui me coûte infiniment plus qu'il ne m'en rapporte grâce à la seule publicité que je vous impose au début. Je me permets cette clarification pour ceux qui prétendent que le sujet qui nous occupe aujourd'hui sera un filon lucratif. En ce qui me concerne, c'est plutôt l'inverse. Maintenant, ce 6e épisode. Mon invité, Sylvain Maisonneuve, est une personne qui a appartenu à l'appareil de l'État et qui en connaît parfaitement ses rouages. Il a vécu de l'intérieur la crise mondiale liée à la pandémie du Covid-19 et a compris l'importance d'avoir la capacité en tant que nation d'anticiper les scénarios les plus radicaux. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Il est l'auteur d'OVNI, l'enquête déclassifiée, paru chez Albin Michel, un livre rigoureux, dépassionné et factuel que je ne peux que vivement vous recommander. Grâce à son expérience du fonctionnement de l'État, nous avons dans cet épisode passé au crible l'actualité américaine récente, analysé la méthode qui l'a fait émerger et mis en lumière les leviers réellement mobilisables en France pour provoquer à notre tour une réaction de nos institutions. Comme à mon habitude, je souhaite rappeler que cette série n'a pas pour objectif de convaincre qui que ce soit ou de s'opposer aux sceptiques. Sa raison d'être est de rapporter en France des faits inconnus, ignorés ou négligés. Elle est d'ouvrir une discussion sur un terrain factuel pour permettre à chacune et chacun de se faire une opinion éduquée. Et pour cela, j'essaie de réunir, d'analyser, de trier l'incroyable quantité d'éléments crédibles à disposition. Alors, je vous propose qu'ensemble, on essaye de comprendre en mettant de côté nos préjugés. Salut Sylvain. Salut Simon. Comment ça va ? Très bien. Et toi ? Ça va très bien, ça me fait très plaisir de te recevoir dans ce 6e épisode. Donc toi et moi on se connaît un petit peu. T'étais venu me voir parce que tu écrivais ton bouquin, on va en parler un petit peu. Pour te présenter, pour ceux qui te connaissent pas, tu as été avocat en droit public, conseiller ministériel au ministère de l'économie et des finances de 2020 à 2025. Donc tu as finalement arrêté tout récemment. Oui. Et tu es aussi auteur de OVNI, l'enquête déclassifiée, qui a été édité chez Albin Michel, qui nous reçoit aujourd'hui et qu'on salue et qu'on remercie. Quand tu étais au ministère donc pendant 5 ans, quel était exactement ton travail là-bas ? Le conseiller ministériel et le cabinet ministériel, c'est un rôle de trait d'union. À la fois, c'est le prolongement du ministre, parce que évidemment le ministre se déplace beaucoup. Le conseiller a tendance à être plutôt dans les dossiers, au bureau, et à travailler sur le fond de ce qu'on appelle les politiques publiques. Donc il a ce rôle-là de technicien au service du ministre, de force de proposition auprès des administrations centrales, de challenge aussi des administrations quand il y a des propositions faites d'aller jusqu'au bout pour s'assurer de la pertinence des mesures. Un certain nombre d'arbitrages aussi qui se font à son niveau, puisqu'il y a des décisions qui peuvent être très techniques ou ne pas avoir de portée politique majeure et qui peuvent être prises au niveau du conseiller. C'est très très loin
de la poloche que l'on peut voir, des débats un peu caricaturaux aussi, que l'on peut parfois percevoir dans les médias et qui donnent au fond une assez mauvaise image du fonctionnement de nos institutions. La réalité derrière, dans les coulisses, c'est qu'il y a un travail très sérieux qui est fait dans l'ombre et on peut s'en féliciter. Ok. Donc toi, tu participais à tout ce travail de l'ombre, la partie un peu immergée Oui. de l'iceberg finalement, Oui. qui est celle qui fait avancer les choses. C'est absolument fondamental. Le pouvoir, c'est une chaîne et effectivement, on voit les ministres, mais il y a aussi des cabinets et des administrations centrales qui sont absolument essentielles dans le dispositif. Malheureusement, ce milieu de la politique, en France en tout cas, est très loin des considérations qui sont les nôtres aujourd'hui, hein, les phénomènes aérospatiaux ou anormaux non identifiés. Oui. Alors pourquoi un conseiller ministériel se met à écrire un livre enquête sur ce phénomène? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis arrivé à Bercy à l'occasion de la crise Covid et j'ai été profondément marqué par la manière dont l'État a piloté cette crise. Il y avait beaucoup d'hésitations, beaucoup de changements de braquet, qui étaient assez logiques au fond parce qu'on avait un virus qui était imprévisible, mais en partie. Les coronavirus étaient connus depuis 20 ans en Asie, et donc on avait une certaine expérience. Si on voulait bien se donner la peine de regarder ailleurs, de faire du benchmark, comme on dit en langage technocratique, on pouvait trouver des éléments de réponse. Or, c'était assez peu pratiqué, et ça c'est quelque chose qui m'a interpellé. Ce qui m'a aussi interpellé, c'est le fonctionnement de l'État en situation de crise, avec les cellules interministérielles de crise. Moi, en l'occurrence, je participais aux cellules interministérielles de crise et à un certain nombre de prépa CDSN, donc de préparation des conseils de défense sanitaire, comme on disait. Et c'était effectivement très intéressant de voir la manière dont le pouvoir pouvait réagir face à l'évolution du virus avec tout ce qu'on a pu traverser, fermeture d'activité, réouverture, modalités de réouverture, conditions de fermeture et ainsi de suite. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'était d'imaginer, même s'il y avait lieu d'écrire un livre sur la crise Covid, parce qu'il s'est passé énormément de choses, et dans les coulisses en particulier, je trouvais que c'était plus intéressant d'écrire quelque chose de différent qui montre le fonctionnement de l'État, mais sur un événement qui soit tout aussi, sinon plus disruptif. Et en fait, des événements plus disruptifs qu'une pandémie, il n'y en a pas beaucoup. Et je trouvais que c'était intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si on avait un contact avec des civilisations extraterrestres ? En fait, trouver quelque chose qui touche simultanément toute la planète. Il y a des implications politiques, géopolitiques, sociales, économiques extrêmement profondes. Et c'est des choses qui ne sont pas du tout abordées dans les fictions. Globalement, dans les fictions, soit c'est le film catastrophe avec l'arrivée des aliens au début qui pulvérisent tout et qui tuent tout le monde, soit c'est un contact à la toute fin et finalement on n'en voit pas la portée. Donc il y a très peu de films à part celui de Denis Villeneuve qui est hyper intelligent, qui s'appelle Arrival, Premier Contact en français. Et je trouve que là il y a un travail de réflexion qui est fait et qui est intéressant, mais sinon c'est quand même assez modeste. Et je trouvais que c'était assez plaisant de pouvoir écrire une fiction d'anticipation sérieuse, documentée, en extrapolant ce qui s'est passé durant la pandémie à un contact avec des civilisations extraterrestres. Mais ton bouquin, c'est pas une fiction. Et mon bouquin, c'est pas une fiction, puisque finalement, ce manuscrit, je l'ai adressé à quelques maisons d'édition. Et c'est le directeur éditorial d'Alma Michel qui m'a recontacté au bout de quelques jours. Et il m'a demandé... Vous êtes de Bercy, pourquoi est-ce que vous avez écrit un roman sur les extraterrestres, etc. C'est un peu étonnant. Alors, il n'y a pas de petits hommes verts et de petits hommes gris à Bercy, comme chacun sait. Mais effectivement, ça le surprenait. Et donc, je lui ai expliqué à la fois mon expérience du Covid et donc mon intérêt du point de vue intellectuel à développer autre chose sur un événement qui soit disruptif. Et le fait que c'était disruptif, certes, mais pas complètement dénué de fondement, puisqu'il y avait une actualité extrêmement forte aux États-Unis, avec une mobilisation politique, et que ça, c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans l'atmosphère en France, si je puis dire, et c'était bien aussi de pouvoir sensibiliser l'opinion à ce sujet. Il prend le temps de la réflexion, il me rappelle, et ce qu'il me dit, c'est qu'au fond, il faut d'abord sortir un livre d'actualité avant d'envisager une fiction, qui fait la part entre ce qui est vérifié, ce qui ne l'est pas, ce qui est discuté et ce qui est avéré,
Et donc il y a eu aussi une réflexion de leur côté pour savoir est-ce qu'on va sur ce sujet du phénomène OVNI, et le fait est qu'on a décidé ensemble de le faire. Donc cette expérience à Bercy pendant la crise Covid qui t'a donné l'envie de ce livre. Il y a quelque chose d'autre dont t'as pas parlé encore. Non, c'est vrai. Lorsque tu faisais la promotion, etc. On en a discuté ensemble. Et je te remercie par avance pour ce que tu t'apprêtes à nous dire. C'est que il y a quelque chose d'autre qui fait que tu t'intéresses au sujet. Oui. Alors effectivement, j'ai été moi-même témoin d'un phénomène sur lequel je n'ai pas de réponse, mais je peux néanmoins apporter ce que j'ai vu. Et donc en l'occurrence, ce que j'ai vu, j'avais 14 ans à l'époque, je vivais avec ma famille dans le Cantal, donc il y a un département rural, et nous rentrions en fait d'une soirée d'amis de mes parents, et alors que nous étions à quelques centaines de mètres de la maison, qui encore une fois est très très isolée, ma mère s'est exprimée, elle conduisait une exclamation très forte: qu'est-ce que c'est que ça? Et ça me tire plus ou moins de mes songes, et j'y prête pas plus attention que cela. On finit par arriver à la maison, et là je me tourne vers les champs qui nous font face. Il y a un bois en contrebas, et puis plus profondément ensuite les gorges de la Dordogne. Et en fait, donc ce paysage très nocturne, très naturel, il y a un objet qui est là, qui flotte, qui a une forme ovale. Il est blanc luminescent, il est parfaitement silencieux. C'est très difficile d'évaluer sa taille. Si je devais me lancer, je dirais qu'il devait mesurer une trentaine de mètres, quelque chose comme ça, 20, 30, peut-être un peu plus. Et il a une trajectoire atypique, c'est-à-dire qu'il est en altitude, il descend, et voilà, il a cette espèce de zigzag assez particulier, sans émettre le moindre son. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement étonnant. Ça m'a fait en premier effet le sentiment de quelque chose de très élégant, de très fluide, de très géométrique, de très propre, de très naturel finalement, par rapport à des avions de chasse qui survolaient quotidiennement quasiment notre maison, et qui paraissent beaucoup plus rudimentaires à côté. On sent que l'objet où le phénomène dont il était question avait une sophistication qui faisait qu'un avion de chasse en comparaison était plus proche d'un tracteur agricole des années 60 que de ça. C'est plus grossier. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement perturbant sur le moment. Et d'ailleurs, moi, à titre personnel, j'ai été assez effrayé par ce que j'ai vu. D'abord parce que, en fait, on se sent très vulnérable, et d'autant plus en le voyant à la campagne, dans un coin très isolé. C'est probablement un ressenti différent en ville autour d'autres personnes. Et ensuite parce que voir un objet comme ça, surtout quand on s'y attend pas, c'est quelque chose qui sort complètement de vos schémas de pensée. Et donc vous êtes confronté à quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à faire la moindre connexion par rapport à ce que vous avez vu d'expérience ou autre. Donc ça, c'est profondément perturbant. Et donc moi, contrairement à d'autres témoins, j'ai pas eu de sentiment de bien-être, j'ai pas eu le sentiment non plus d'être irradié ou quoi que ce soit. J'ai eu juste peur, et donc en fait je suis rentré sans en parler à qui que ce soit. J'ai pas dormi de la nuit, et le lendemain, lorsque je suis revenu auprès de mes parents, je leur ai dit voilà, j'ai vu quelque chose, un phénomène, et je l'ai dessiné. Donc cette fameuse forme ovale, et ma mère est devenue blanche et m'a dit c'est exactement ce que j'ai vu. Voilà. C'est marrant, quand tu décris l'objet, tu emploies deux champs lexicaux qui sont un peu différents. D'une part, tu décris un objet qui semble technologique, et d'autre part, tu utilises des mots qui font penser à un phénomène un peu naturel. Oui. C'est amusant, c'est ce que tu as ressenti, hein, quelque chose qui se situe quelque part un peu entre les deux? Oui, en fait, c'est-à-dire que l'objet avait une consistance physique qui était très claire. Je veux dire, il avait des bordures, il avait une consistance très nette, mais il était tellement élégant et fluide dans sa manière d'évoluer dans son environnement. Encore une fois, voir quelque chose comme ça, qui ne fait pas de bruit, qui n'a pas d'inertie, ça peut presque paraître être un phénomène naturel,
alors que là, d'évidence, c'était autre chose. Objectivement, il y a, dans les phénomènes qui sont observés, qui sont recensés notamment par le GEPAN, beaucoup de cas dans lesquels on a une ambiguïté. On voit une lumière, on ne sait pas exactement, on peut avoir des effets d'optique ou autre. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas ce type d'ambiguïté liée au fait que le phénomène était très proche et qui permettait d'évacuer ces doutes de phénomènes orageux ou satellitaires. C'est fascinant. J'aime toujours entendre des histoires de témoignages. J'en ai entendu évidemment des centaines aujourd'hui, mais Ce qui est drôle, c'est que avec la parution du livre, j'ai eu, on en parlera dans un deuxième temps, mais beaucoup de témoignages a posteriori qui m'ont été faits d'anciens collègues ou de nouveaux collègues, et certains avec des observations. Et des observations d'ailleurs aussi fortes, sinon plus fortes même que celles que j'ai pu observer. C'est un peu l'objet de ma question justement suivante, c'était, tu as fait une petite tournée promotionnelle, etc. Donc bon bah voilà, ton nom, cette enquête était un petit peu dans l'atmosphère à un moment, tu as fait plusieurs plateaux, des radios. Je voulais un petit peu ton ressenti justement sur la façon dont ça s'était passé, dont tu avais été accueilli par les différents médias, chroniqueurs, chroniqueuses, etc. Et effectivement, si derrière, il y avait aussi d'autres personnes qui, par la suite, t'avaient contacté. En fait, ça fait quoi, clairement, quand un ancien conseiller ministériel sort un livre de ce type-là et vient nous dire si, mesdames et messieurs les Français, ce sujet n'est pas sujet à plaisanterie, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Finalement, ce qui a été aussi assez fondamental, c'est le premier article. La manière dont en fait le sujet entre dans l'atmosphère. Quand on lance un livre, déjà on n'est pas certain qu'il puisse y avoir beaucoup de journaux qui soient forcément intéressés. Et en l'occurrence, on a sorti un entretien avec Gaël Lombard, qui est journaliste au Parisien dans la rubrique Science, qui suit le sujet de manière rigoureuse. Et l'entretien était sur les bons termes, c'est-à-dire une étude avec, comme tu l'as dit, les événements passés en fil rouge, avec une analyse politique associée, ce qui était pour le coup assez nouveau, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de personnes ayant eu une expérience de l'État qui se soit vraiment exprimée sans phare sur le phénomène et sur ses différents rebondissements à travers les âges. Et donc l'entretien a été de qualité, et c'est ce qui a permis de déclencher une séquence com, comme on dit dans le jargon, avec des matinales, etc., qui soient traitées sur le bon niveau, les bons termes et avec la bonne approche. Décembre 2017, le New York Times révèle l'existence d'un programme du Pentagone qui est dédié aux ovnis entre 2007 et 2012, donc contrairement à ce qu'il prétendait. Donc là, c'est hyper important, parce que le Pentagone ne peut plus nier qu'il travaille sur les ovnis. Quand on lit votre livre, on se rend compte donc qu'aux États-Unis, les choses bougent, j'ai envie de dire. En France, pas du tout. Comment vous l'expliquez, cette frilosité en France ? Alors, il y a cette réflexion du Rubio, le secrétaire d'État actuel, qui avait dit à l'époque, soit on a un tas de gens haut placés qui sont dingues, et c'est un problème, soit ce qu'ils disent est sérieux et crédible, et c'est aussi un problème. Donc, dans l'ensemble, tu étais plutôt satisfait de la façon dont tu as été reçu, assez peu de dérision par rapport à ce qu'on pourrait redouter. Oui, c'était un peu le saut dans l'inconnu. Comme vous le savez, Bercy est un ministère très exposé, donc on pouvait se dire, là ça y est, ils ont complètement lâché la rampe cette fois-ci. Et non, ça n'a pas été le cas. C'était au contraire très rigoureux, très serein, très propre dans les approches, donc très bien. À une ou deux exceptions près. J'ai en tête un plateau voilà, mais, que j'ai trouvé limite. Mais... Voilà, exactement. Mais bon, j'ai envie de dire, tout ça se travaille très bien, et c'est un peu aussi le message que je veux passer. On aura l'occasion de s'en reparler. Mais aujourd'hui, on peut sortir sur le sujet sans craindre d'être stigmatisé. Je pense que là, on commence à avoir suffisamment de couches de sédiments crédibles, y compris là d'ailleurs dans les derniers jours et les dernières semaines, puisque le ministère des Armées, il y a eu des colloques qui ont été organisés entre ces murs sur le sujet. Le journal Le Parisien a encore fait il y a quelques semaines la une sur le phénomène. Donc aujourd'hui, on peut avoir des pilotes, des policiers ou autres qui demain franchiraient le pas et ne seraient pas accueillis avec dérision et pourraient le faire sereinement. On a un environnement qui s'y prête, et c'est pour ça que s'il y a des personnes qui nous regardent et qui souhaitent en parler, c'est évidemment extrêmement important de le faire pour continuer à faire progresser le sujet dans l'opinion. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté, on en a discuté, d'évoquer le phénomène pour la première fois, à la fois parce que
tu es le premier à m'avoir posé la question, et à la fois parce qu'on ne peut pas critiquer cette stigmatisation et regretter que ceux qui ont vu des choses ne témoignent pas, et à la fois soi-même ne pas s'appliquer cette rigueur. Donc voilà, je prends ce pari-là. Dans ton bouquin, tu dis « Il ne s'agit pas de croire, mais de comprendre. Il ne s'agit pas de foi, mais de science. Il faut aborder sérieusement les ovnis pour ce qu'ils sont. Une question existentielle, autant qu'un enjeu politique et stratégique, aux conséquences potentielles sans équivalent. » Je trouve que ça résume parfaitement ce qu'il faut faire comprendre, quoi. Si on devait se donner une mission, ce serait d'essayer de faire comprendre ça aux gens. Je crois que c'est un petit peu la mission que je me suis donnée il y a à peine 2 ans quand j'ai commencé. Et tu fais un travail d'ailleurs remarquable. C'est quelque chose d'ailleurs que je tenais à dire aux personnes qui nous regardent, c'est que tu poses les questions, mais en réalité, tu es aujourd'hui un des plus grands sachants en France parce que tu travailles véritablement tes dossiers avec beaucoup de rigueur et beaucoup de professionnalisme. Et je tenais d'ailleurs à le saluer. J'ai découvert ta chaîne et je l'ai trouvée vraiment excellente. Et je trouve que c'est très bien que tu aies eu cette intervention avec le Grand JD parce que c'est rendre justice à ce travail remarquable que tu fais. Donc, bravo à toi. C'est super gentil, merci beaucoup. Du coup, cette prise de conscience qu'on essaye de provoquer, elle est en cours aux États-Unis depuis 2017. On en a évidemment déjà parlé dans les épisodes précédents, mais j'aimerais que tu nous fasses un rappel de ce qui se passe depuis 2017, de toute cette actualité, et aussi que toi tu donnes ton analyse, ce que tu fais aussi dans le bouquin d'ailleurs, et c'est ce que tu disais, hein, le fait que c'est une des premières fois que quelqu'un qui a appartenu à l'appareil de l'État écrivait sur le phénomène. Quelle est ton analyse sur l'ensemble de la situation aux États-Unis à ce sujet ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on a un mouvement qui est en 2 temps. Le premier, c'est la publication des vidéos par le New York Times et Politico en décembre 2017, qui s'accompagne des témoignages des pilotes de chasse. In 2014, I was an F-18 Foxtrot pilot in the Navy Fighter Attack Squadron 11, the Red Rippers. During a training mission in Warning Area Whiskey 72, 10 miles off the coast of Virginia Beach, 2 F-18 Super Hornets were split by a UAP. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. Soon, these encounters became so frequent that aircrew would discuss the risk of UAP as part of their regular pre-flight briefs. Ce qui est très important, puisque ça permet de corroborer et donner des sources multiples et concordantes, ce qui est absolument fondamental. The controller told us that these objects had been observed for over 2 weeks, coming down from over 80,000 feet, rapidly descending to 20,000 feet, hanging out for hours, and then going straight back up. For those who don't realize, above 80,000 feet is space. All 4 of us, because we were in F-18Fs, so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down saw a white tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water. And the object suddenly shifted its longitudinal axis, aligned it with my aircraft, and began to climb. It rapidly accelerated in front of us and disappeared. Our wingmen, roughly 8,000 feet above us, lost contact also. The controller came up and said, "Sir, you're not going to believe this, but that thing is at your cat point, roughly 60 miles away in less than a minute. You can calculate the speed." Quelques mois plus tard, une 3e vidéo du Washington Post. Ça fait plus de 60 ans à l'époque qu'on adresse le sujet sur le ton de la dérision, du complotisme ou des dérives sectaires. Là, pour la première fois, on a un journal sérieux, avec des intervenants sérieux et des éléments visuels. Et donc ça, c'est absolument fondamental. Premier point. Le deuxième, c'est que ça ne suffira pas à mettre en œuvre l'action publique, puisque on n'efface pas plus de 60 ans de radioactivité comme ça. Et donc, en l'occurrence, il y a un travail de conviction qui a été fait par Christopher Mellon, avec l'appui de Luis Elizondo, qui a été celui qui a permis la divulgation de ces vidéos auprès des parlementaires. Et c'est le fait que les parlementaires se mobilisent sur le sujet qui a fait finalement bouger les choses, et ça, c'est le deuxième mouvement. Donc ce deuxième mouvement, en réalité, on est sur un Marco Rubio, qui a été un temps président de la commission du renseignement, qui est aujourd'hui secrétaire d'État aux affaires étrangères, qui s'est mobilisé, qui a mis la pression, qui a commencé à poser des questions. People who we entrusted to do some really important things for our country are saying some pretty
incredible things that I think we have an obligation to take seriously and listen to. But if that is accurate, what you're basically saying is that within the government of the United States, there's a group of people who believe that they possess something that they don't need to share with anybody. Some sort of an internal military complex that's their own government and is accountable to no one. So it would be a huge problem if it's even partially true. Ça a contraint le Pentagone à authentifier les vidéos, ce qui, dans le regard de l'État, change tout parce qu'on passe d'un travail de journaliste à une reconnaissance officielle, et donc à un travail de l'État, ce qui, dans la perception politique, est tout à fait différent. Et derrière, le mouvement qui est enclenché avec des interventions qui vont être de parlementaires, mais aussi de hauts responsables de la CIA. Avril Haines, à l'époque directrice nationale du renseignement. We were pretty sure we weren't going to be able to characterize every single one of these reports in the various categories that we'd identified because, frankly, we were not able to understand everything about it. And the main issues that Congress and others have been concerned about are basically safety of flight concerns and counterintelligence issues. But of course, there's always the question of, is there something else that we simply do not understand that might come extraterrestrially? On a John Radcliffe, qui était l'ancien directeur national du renseignement sous Trump et qui est aujourd'hui le directeur de la CIA. There very clearly are now hundreds of unexplained sightings, objects that demonstrate technologies that seem to defy the law of physics and capabilities that we don't have as the world's superpower. So, John, treat us like an adult here. You've seen the intel. It's January 15th in the year 2023. Are aliens real? Well, I can't talk to you about, any potential alien life, so I'll just leave it at that. There you go. That's what does that answer say? I don't know. I don't know. On a John Brennan, ancien directeur de la CIA sous Obama. I think some of the phenomena we might be seeing continues to be unexplained. And might in fact be some type of phenomenon that some might say constitutes a different form of life. Donc on est sur des profils qui sont sérieux, qui appartiennent à la fois à des administrations démocrates et républicaines, et qui ont ces termes qui sont extrêmement forts et qui forcément doivent nous interpeller. Qui connaissent très bien la puissance des mots, de la façon dont on peut mettre certaines notions dans l'atmosphère. Oui. Et c'est ce que tu disais sur le fait que, par exemple, Avril Haines, quand elle dit quelque chose comme ça, c'est absolument maîtrisé. C'est pas quelque chose qu'elle lâche sans faire trop attention au détour d'une interview. C'est ça. Il faut toujours voir ces déclarations-là, non pas de manière isolée, mais elles s'inscrivent toujours dans un mouvement. Et là, le mouvement, en l'occurrence, il était celui d'une très forte pression politique pour essayer de creuser le sujet, parce qu'encore une fois, on avait des vidéos et des témoignages de pilotes de chasse, c'est-à-dire de gens crédibles, et donc on avait une légitimité pour aller poser des questions et donc obtenir des réponses. Et d'ailleurs, les questions sont posées par des journalistes. Avril Haines, c'est le Washington Post qui pose la question. Que le journaliste ait osé poser cette question dans un entretien fleuve de 2 heures, c'est aussi le fait que, voilà, le sujet devient de moins en moins stigmatisé et on peut y aller sans passer pour un dingue. On peut poser cette question-là et avoir une réponse qui derrière est aussi tout à fait rationnelle et sérieuse. Et donc ce mouvement-là, il va produire ses effets. On a des rapports qui ont été publiés à la suite d'importantes pressions politiques. On a une sorte de bureau plus que d'agence qui a été créé au sein du Pentagone. C'est le fameux Arrow qui est décrié et à raison, il faut bien le dire malheureusement. Mais en tout cas, on a un mouvement politique qui s'est fait en faveur de l'ouverture et on voit que c'est toujours une affaire de mouvement et donc parfois il y a des flux et parfois il y a des reflux. Et c'est ce qu'on observe ces dernières années où on a vraiment un mouvement de balancier entre des moments dans lesquels on obtient des choses, des informations nouvelles et des moments où au contraire on sent que la coquille se referme et donc c'est une tension permanente et on ne sait pas encore jusqu'où ça va nous mener. Ça a quand même provoqué une réaction des représentants au Congrès et au Sénat qui se sont emparés du sujet et qui font venir au cours d'audience des témoins. C'est quoi ton impression là-dessus ? On est dans cet effort politique d'obtenir des informations et de se mettre en situation de les obtenir. Et donc, comment est-ce que ça se passe concrètement ? Les auditions publiques, elles ont un rôle d'information du public.
Et donc, elles ont un rôle démocratique. Mais elles ont aussi une dimension qui est stratégique, parce que finalement, les parlementaires qui sont là et qui posent des questions aux témoins, ils savent déjà les réponses. Ils ont été souvent briefés en amont. Donc, en réalité, on a une forme de pièce de théâtre, mais qui est très importante parce que c'est celle qui permet au public d'assister à des déclarations. Et c'est aussi quelque chose de très sanctuarisé en termes de parole, puisque c'est fait sous serment. Et donc ce sont à plusieurs titres vraiment des moments importants qui permettent de donner de l'impulsion politique ensuite pour faire passer un certain nombre de textes, que ce soit sur la protection des lanceurs d'alerte. Voilà, on peut avoir des agents de renseignement qui viennent témoigner et le faire de manière sécurisée. C'est un signal qui est envoyé à d'autres agents qui hésiteraient à sortir. Là, d'ailleurs, dans la dernière audition, il y a un sous-officier de l'US Navy encore en service qui s'exprime. A self-luminous, tic-tac-shaped object emerged from the ocean before linking up with 3 other similar objects. The 4 then disappeared simultaneously with a high synchronized, near instantaneous acceleration. I observed no sonic boom and no conventional propulsion signatures, no exhaust plume, no control surface articulation on the Sapphire image system. Shortly after the synchronized departure, radar tracks dropped. So it's either a weapons program being reverse engineered by our governments or other governments, or it's nobody's government, and it's not from here. Those are it. You agree with that assessment? I agree. One or the other. Et donc, encore une fois, c'est aussi un levier pour faire voter un certain nombre d'autres textes. Tu l'as évoqué, l'UAP Disclosure Act, qui est vraiment le texte essentiel et qui n'est pas encore passé, qui a plusieurs fois échoué, qui revient dans les débats, pour obtenir une méthode de déclassification des vidéos et des témoignages qui soit beaucoup plus ouverte et beaucoup plus fonctionnelle que ce qui est pratiqué aujourd'hui avec l'ARO, qui est de toute évidence dysfonctionnel. Au niveau des audiences, on a, comme tu le disais, donc plusieurs témoins qui sont entendus, qui sont parfois des membres du renseignement. Tu as cité Wiggins, qui est encore actif dans l'US Navy. Tu en as qui étaient dans l'US Air Force, qui sont pour le coup vraiment des lanceurs d'alerte. Je pense à Dylan Borland récemment, qui arrive avec un témoignage assez extraordinaire. So on the base, I lived in the barracks. There was a little smoke pit outside. I was there on the telephone and looking across to the flight line, and I see a white light pop up and stop about 100 feet in the air. I thought it was a weather balloon. I've seen tests from there before, weeknight, normal thing, not surprising. I actually finished my cigarette and I began walking up towards the flight line. The light then flies across the base, across the flight line, and as it flies to me, a triangle manifests around the light. I can't tell you if it's active camouflage. I can't tell you if it appeared around the light, but I can tell you that it was a white light and then it was a triangle. It stopped about 100 feet in front of me and approximately 100 feet above me. My telephone got extremely hot, completely froze, dead. There were 4 lights in total, 1 light on each corner and a larger light in the center, 2 to 3 times the size of the corner lights. But what was really odd was the outside. The best way to describe it is like looking at a James Webb telescope picture where you have the colors and then the black background. So the craft itself was this black metallic flake paint, but on top of the craft was this gold lava, plasma, some type of fluid going over and around the craft. I'm under this for about 2 to 3 minutes, and then the center light flashes 2 to 3 times, no sound, immediately shoots up to commercial jet level minimum, in my opinion, and I can only see the center light at this point. If I didn't actually see it take off, I would have thought it was a star. And then it hovers up there, and it begins to slowly move due east out over the Atlantic Ocean. I finally got my phone reset. The entire thing was about, from the time I saw the light pop up near the hangar until it took off out over the ocean, was about 15 minutes. Les plus sceptiques diront tout simplement que ces gens-là racontent n'importe quoi. Ça ira pas chercher souvent beaucoup plus loin que ça. Bien sûr. Ou qu'il pourrait s'agir d'une opération de déstabilisation pour
semer le doute chez l'adversaire, que peut-être l'adversaire se mette à dépenser des sommes faramineuses pour lui aussi essayer d'obtenir des informations sur quelque chose qui n'existe pas, sur des chimères. Donc ça, c'est un argument sceptique qui revient souvent. Est-ce que ces témoignages, est-ce qu'on peut aussi facilement les réduire à ce genre de choses, ou finalement, est-ce qu'ils ont plus de substance que ça? Alors, il faut toujours aborder les témoignages de manière sceptique. C'est très important, et ça l'est d'autant plus aujourd'hui parce qu'on a fait des progrès extraordinaires sur le sujet. Je rappelle qu'il y a moins de 10 ans, c'était un sujet du luberlu, il n'y avait absolument pas de débat sur la question. Et là, on est dans une dynamique qui est tout à fait différente. Et donc on a le sentiment un peu de presque de toucher du doigt, de toucher au but. C'est là où on est en risque. Parce qu'en fait, on a envie d'y croire. Et c'est surtout parce qu'il faut faire, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de croire mais de comprendre. Et donc on est particulièrement sujet à de la désinformation lorsqu'on on a envie en fait de voir le dossier aboutir, d'avoir la vérité, etc. comme le disent les Américains. Ensuite, il y a les témoins que tu as évoqués, David Grush, Borland et d'autres. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sortent pas de nulle part. Ils ont l'un et l'autre suivi une procédure pour protéger justement les lanceurs d'alerte, avec un contrôle, une sorte de contrôle de gestion interne au Pentagone qui vient vérifier leurs déclarations et les éléments qu'ils donnent à l'appui de leurs déclarations. Dans un cas, celui de David Grush, le bureau de l'intelligence chargé du contrôle a dit que le cas était crédible et urgent, et a donc permis à David Grush de communiquer, toujours dans un cadre quand même très contrôlé, mais quand même d'avoir une communication. Et dans le cas de Borland, c'était un cas crédible, mais non urgent. Et en l'occurrence, ça a un sens. Ça veut dire qu'il y a un sujet qui a été évalué par une autorité qui est chargée de ça et qui a considéré que c'était des personnalités crédibles. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, ce sont des déclarations. Donc on peut toujours dire, bah oui, mais en fait c'est juste du wording et donc ça vaut ce que ça vaut. C'est simplement du témoignage et finalement on n'a pas beaucoup de matière très consistante. C'est vrai et à la fois c'est faux, puisque en l'occurrence, le contrôle qui a été effectué, il a été sur la base de tout un tas de documents qui ont été remis par David Grush notamment, mais qui n'ont pas été communiqués au public. Donc ces éléments-là existent, mais ils n'ont pas été communiqués. Donc on est quand même dans des témoignages, en tout cas pour David Grush, qui sont très crédibles. My testimony is based on information I've been given by individuals with a long-standing track record of legitimacy and service to this country. Many of whom also have shared compelling evidence in the form of photography, official documentation, and classified oral testimony to myself and my various colleagues. I have taken every step I can to corroborate this evidence over a period of 4 years while I was with the UAP Task Force and do my due diligence on the individual sharing it. This is because of these steps, I believe strongly in the importance of bringing this information before you. Et c'est vrai que dans le cas de David Grush, et c'est vraiment essentiel de bien comprendre ça, il ne s'agit pas uniquement du témoignage qu'on a tous pu découvrir le 26 juillet 2023, il s'agit de ce témoignage appuyé par énormément de documents a priori, puisque 4 ans d'enquête de témoignages, de plus de 40 témoins de première main, etc. Tout ça a été fourni à l'inspection générale, qui, comme tu le disais, a estimé que la plainte était crédible et urgente. Donc, dans le cas de David Grush, vraiment très important à retenir, d'autant plus que c'est lui qui arrive avec les affirmations les plus fortes, les plus puissantes. Hein. Mr. Grush, as a result of your previous government work, have you met with people with direct knowledge or have direct knowledge yourself of non-human origin craft? Yes, I personally interviewed those individuals. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Organiser la première séance d'audition en mêlant 2 témoins qui sont des pilotes, dont un témoin direct, David Fravor, qui a été confronté au fameux cas du Tic Tac, où là on est un témoin direct, il est pilote, les données ont été corroborées à la fois par une vidéo
est sorti, et à la fois par des données radar qui, elles, ont été enlevées, mais on a le chef opérateur radar qui a apporté son témoignage et qui a permis de corroborer ces éléments. These weird tracks that were popping onto my radar coverage right about on San Clemente Island. And the reason why I say they were weird because they were appearing in groups of 5 to 10 at a time, and they were pretty closely spaced to each other, and they were 28,000 feet going 100 knots tracking south. And in the back of my mind, I'm thinking, that's kind of odd. I mean, I don't know anything that flies like that. They were doing diagnostic tests on everything we had to make sure it was not a system malfunction. And it turned out that it wasn't. On est sur quelque chose qui, en termes de faisceau d'indices, est très très fort. David Grusch, on est plusieurs pas plus loin dans la démarche, puisque là, il n'est pas simplement question de ça, mais il est question de récupération d'êtres biologiques, de récupération d'engins, d'opérations de rétro-ingénierie sur ces engins, etc. Les parlementaires, lorsqu'ils organisent cette audition, ils mettent tous les œufs dans le même panier. Ce qui veut dire que si jamais il y avait une faiblesse dans le cas Grusch, et qu'on se rende compte a posteriori il a menti, par exemple, à l'occasion de déclarations passées sur un sujet qui n'avait rien à voir, sa crédibilité est atteinte, et par extension, celle des pilotes qui ont fait l'effort de venir également. Donc c'est un bouger, une stratégie politique qui interpelle et qui est très risquée, et qui laisse à penser soit que les parlementaires ont été trop audacieux, imprudents, soit au contraire qu'ils ont eu quand même beaucoup d'éléments à côté qui leur a permis d'être assurés du fait que ce qu'ils racontaient était sérieux et en tout cas suffisamment crédible pour pouvoir faire cette audition tout en même temps et envoyer le fameux pavé dans la mare sur des récupérations d'engins, voire de corps. Aujourd'hui, plus de 2 ans après les déclarations de Grusch au Congrès, son témoignage n'a pas été démenti. Il a même intégré le staff d'un des représentants au Congrès, Burleson, Eric Burleson. Pour l'instant, ça semble tenir. Je voulais juste revenir sur un petit point. Tu parlais d'une limite, c'est du fait que les données avaient disparu. Les données, c'est souvent aussi un argument des sceptiques pour dire comme par hasard, les données ne sont plus là. Alors, on a tous les pilotes qui témoignent, tu l'as dit, on a les opérateurs radars, etc. Et on a, dans le cas du Tic Tac, en l'occurrence en 2004, une vidéo. Mais on a aussi récemment le témoignage d'un directeur par intérim de l'ARO, Tim Phillips, qui a corroborer les témoignages de plusieurs personnes qui disaient que des gens étaient effectivement venus, alors je ne sais pas si c'était sur le porte-avions ou sur le Princeton, peut-être le Princeton, récupérer les disques contenant les données. The flight journals, the logs, the operational, journals that are maintained by warships, that normally goes into the archives. We could not find those journals. One of our officers on the Aero staff was at a cocktail party in Old Town, Alexander, and ran into the former director of DARPA. And they started talking about working at Aero, and he had mentioned that he had been out there during that Nimitz workup, and DARPA was working with the Navy. Not everybody was vetted, but they had a new lightweight ISR system that battle group was going to use during its deployment. There was a report from a Navy chief who had worked in the Combat Information Center on the Princeton CIC that reported about this mysterious helicopter with people dressed in black who had gone out to the Princeton, had gone into the captain's stateroom, which is very unusual on a warship underway, and then departed with a bunch of materials. Right. So you think that's related to the ISR system, that's what we found out when we actually talked to this executive from DARPA. That was actually them. That was actually DARPA personnel that actually gone out there, and some of them were wearing, dark, black jumpsuits. Donc mystère autour de tout ça, mais c'était juste pour rétablir ce point-là qui pêche un petit peu, qui est le seul qui vient un petit peu contrarier ce cas. Il se trouve qu'elles ont clairement été confisquées. Voilà, à suivre. Peut-être qu'elles réapparaîtront un jour. En 1969, c'est la fin du projet Blue Book, notamment sur les bases d'un rapport, le rapport Condon, qui vient dire que les ovnis ne représentent pas une menace pour la sécurité nationale.
Donc c'est toujours intéressant d'ailleurs parce qu'on ne dit pas les ovnis n'existent pas à aucun moment. On dit que ça n'existe pas, on dit juste que ça ne représente pas ni une menace ni un intérêt pour la science. Aujourd'hui, les différents rapports dont tu as parlé plus tôt contredisent complètement ce rapport. On lit noir sur blanc le fait que ces objets se déplacent impunément dans le ciel et représentent potentiellement des risques pour la sécurité aérienne, sécurité nationale. Donc c'est vraiment l'inverse de ce qui a été dit à l'issue de ce projet Blue Book. Certains de ces pans non caractérisés semblent avoir démontré des caractéristiques de vol ou des performances inhabituelles et nécessitent une analyse plus approfondie. Les pans continuent de poser un problème pour la sécurité des vols et constituent une possible menace de collecte de renseignements par un adversaire. Comment c'est possible qu'il y ait eu autant d'années de mise au silence institutionnel depuis Blue Book, alors qu'aujourd'hui, maintenant que le sujet refait surface, on se rend compte que si, ces objets, ils sont bien là, si, ils sont bien dans notre espace aérien, si potentiellement ça représente bien un risque pour la sécurité nationale. Comment on a fait pour taire ce sujet aussi longtemps ? Eh bien, c'est assez simple. C'est une politique de désinformation qui a été orchestrée avec succès, avec brio. Ça sonne toujours hyper complotiste quand on dit ça. Ça sonne complotiste, mais en l'occurrence, elle est documentée. On a aujourd'hui les archives qui ont été publiées, notamment les archives de la CIA qui sont disponibles en ligne. Et on peut voir que effectivement, la CIA écrit noir sur blanc la démarche qui consiste à neutraliser l'intérêt du sujet dans l'opinion publique en mobilisant les radios, le cinéma, la fiction, en le tournant en dérision, décrédibiliser les témoignages, la manière aussi de communiquer lorsqu'il y a des événements. Des stratégies aussi extrêmement basiques qui consistent à choisir un certain nombre de cas qui de prime abord surprennent et dont on a une explication rationnelle à apporter quelques jours plus tard. Donc voilà, tout ça est documenté noir sur blanc et montre bien qu'il y a cette démarche-là. Et d'autant plus qu'au début, on a aussi des archives qui montrent les interrogations extrêmement sincères de la part de l'Air Force notamment face au phénomène et même des affirmations. C'est le fameux mémo Twinning dans lequel il y a un avis qui est donné par le général Twinning et son service et qui consiste à établir le fait que le phénomène est réel et même à avancer un certain nombre de descriptions sur la dimension des objets, leur forme, leur comportement. Voici l'avis formulé par ce commandement concernant les dites soucoupes volantes. Le phénomène rapporté est quelque chose de réel et non imaginaire ou fictif. Il existe des objets pouvant probablement approcher la forme d'un disque et de dimensions suffisamment importantes pour sembler aussi grands que des appareils volants fabriqués par l'homme. Et il va y avoir d'ailleurs des directives éditées par l'US Air Force sur la manière de rapporter des incidents auxquels les pilotes peuvent se confronter. Donc, encore une fois, il ne s'agit évidemment pas d'être complotiste, il s'agit encore d'être documenté, sérieux, et là, en l'occurrence, tout ce que les sources indiquent, à la fois écrites et les témoignages, c'est qu'il y a un sujet sur lequel il y a une politique de neutralisation qui a été menée avec succès. Le résultat, c'est que le sujet qui était dans le champ du débat public au début est passé dans celui de la fiction. Un sujet de fiction a beaucoup de mal à revenir ensuite dans la sphère publique. Et c'est pour ça qu'il a fallu cette sortie avec vraiment les témoignages, les vidéos, la mobilisation du Congrès, l'authentification par le Pentagone pour renverser un mouvement qui était quand même extrêmement installé et qui effectivement a fait que s'il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de témoignages aux États-Unis, en France et ailleurs, ils n'ont jamais réussi à percer dans le débat public et dans le champ politique en raison de cette politique de désinformation qui avait été menée quelques années, quelques décennies plus tôt. Après, tout ce qu'on vient de se dire par rapport à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, on va parler de la France parce qu'on est ici en France, mais globalement dans le reste du monde, en Europe, comment ça se fait qu'on se comporte comme si rien de tout cela n'avait lieu ? Alors d'abord, probablement parce qu'on n'a pas de vidéos filmées par des pilotes de chasse français à bord de Rafale qui montrent des objets et qui s'accompagnent de leurs témoignages. Encore une fois, on est
des animaux visuels, et donc c'est ce genre de matériel qui peut émouvoir et donc mouvoir l'opinion. Donc ça, c'est un élément qui est absolument clé. On a des vidéos américaines, mais on retrouve finalement la même logique qu'il y a eu lors du Covid, c'est qu'on y est forcément beaucoup moins sensible, puisque ça ne vient pas, en l'occurrence, de chez nous. Le deuxième élément, c'est qu'on n'a pas de mobilisation politique qui permette de dire « Attendez, il est en train de se passer beaucoup de choses aux États-Unis, il faut qu'on commence, nous aussi, à essayer de faire le point de manière tout à fait rationnelle et objective, on en reparlera très certainement, et donc à pouvoir informer, sensibiliser l'opinion, et pour sensibiliser l'opinion, apporter des éléments, il faut les recueillir, il faut les obtenir, et donc il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on est capable d'obtenir en l'état de l'art, c'est-à-dire en l'état de nos moyens techniques, de nos moyens humains, qu'est-ce qu'on pense de ce qui se passe aux États-Unis, comme tu l'as dit, mais aussi dans d'autres pays qui ont fait l'effort de déclassifier beaucoup d'archives, comme au Brésil, au Japon, où il y a une commission parlementaire qui a été créée, un groupe de travail plus exactement, qui a été créé et qui regroupe les anciens ministres de la Défense. Et donc voilà, il y a cet effort-là qu'il reste aujourd'hui à accomplir en France pour que le sujet vraiment progresse véritablement comme il devrait le progresser dans l'opinion. Et donc par rapport à cela, on en reste finalement à l'ère précédente, qui est celle du déni, laquelle s'est elle-même construite sur la désinformation. Donc en fait, on en est encore à l'image de la soupe aux choux, des soucoupes volantes, de Mars Attack ou des sectes, mais en aucun cas un sujet sérieux. Et d'ailleurs, quand j'ai interrogé plusieurs ministres à ce sujet, de différents ministères d'ailleurs, tous ont eu la même réaction épidermique quasiment, qui est de dire c'est un sujet de complotiste. Donc on voit bien que il y a une sensibilité qui aujourd'hui n'est pas du tout faite dans la sphère politique, en tout cas du point de vue de l'exécutif, du point de vue des parlementaires, on pourra y revenir, mais c'est en train de bouger. En France, en 99, il y a un groupe qui s'appelle le groupe Cometa, qui a produit un rapport intitulé « Les ovnis et la défense, à quoi doit-on se préparer ?» Oui. Donc ce rapport, il est signé de la main d'un ancien directeur de l'IHEDN, ancien directeur du CNES, d'un ancien général de l'armée de l'air aussi, et beaucoup d'autres. On sait que ce rapport a été remis à l'époque, en tout cas est arrivé sur le bureau du Premier ministre Lionel Jospin. Ils espéraient provoquer cette prise de conscience dont on a parlé plus tôt. Pourtant, il s'est à peu près rien passé, du moins officiellement. Quelle conclusion on peut tirer de cet échec, et si c'était à refaire, comment faudrait-il le faire aujourd'hui? D'abord, l'échec n'a absolument rien de surprenant. Pour une raison simple, c'est que, le rapport, il a été réalisé spontanément par les personnes extrêmement qualifiées que tu viens de citer, mais en tout cas c'est spontané, et ça n'est pas une demande originelle du Premier ministre, du ministère de la Défense ou d'un quelconque service de l'administration française. Et ça change tout. Il faut bien être rationnel sur la démarche et la réaction du gouvernement sur le rapport Cometa. C'est que d'une part, comme je le disais, c'est pas une initiative du gouvernement. 2, la réception du rapport ne s'est pas faite à Matignon, devant des caméras, ou avec un communiqué de presse, ou quoi que ce soit, montrant qu'il y a une symbolique de remise d'un savoir à l'autorité publique. Mais visiblement, le rapport il a été remis à la maison de vacances de Lionel Jospin. Donc on est sur quelque chose qui est beaucoup plus dans la sphère privée, qui n'a pas du tout la l'onction publique, étatique. Et donc à partir de là, c'est pas du tout surprenant qu'il n'y ait pas eu de conséquences opérationnelles à ce rapport. Enfin, si je peux me permettre, il y a un dernier élément, c'est que le rapport documente effectivement un certain nombre de témoignages, notamment le survol de Téhéran, alors qu'à l'époque le régime est allié des Américains,
qui est un des cas documentés, sur lequel d'ailleurs les États-Unis eux-mêmes ont envoyé la DIA aller récupérer des éléments d'information. Mais il va aussi jusqu'à présenter un certain nombre de conclusions. Et il présente notamment son hypothèse privilégiée, qui est celle de l'hypothèse extraterrestre. Depuis la parution du premier rapport de l'Association des anciens auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale, il y a 20 ans, le Centre national d'études spatiales mène des études sérieuses, en collaboration étroite avec la Gendarmerie nationale et l'armée de l'air principalement, ainsi qu'avec d'autres organismes d'État. Des engins secrets d'origine bien terrestre, drones, avions furtifs, ne peuvent expliquer qu'une minorité de cas. En prenant suffisamment de recul dans le temps, on perçoit clairement les limites de cette explication. L'hypothèse extraterrestre est de loin la meilleure hypothèse scientifique. Elle n'est certes pas prouvée de façon catégorique, mais il existe en sa faveur de fortes présomptions, et si elle est exacte, elle est grosse de conséquences. Et ça, politiquement, c'est trop brutal. C'est trop fort, donc ça peut pas être endossé par une administration ou encore moins un gouvernement. Donc, malheureusement, toutes les circonstances se prêtaient, en dépit de la qualité des auteurs et de la qualité de leur travail, à ce qu'il ne puisse pas y avoir une conséquence politique à ce rapport-là. Si on fait les choses bien, comment faut faire? Comment on s'y prend? On va voir qui? Alors, il y a le monde idéal. Le monde idéal, c'est que au ministère des Armées, parce que c'est là où il y a et les ressources humaines et les ressources techniques pour documenter de la manière la plus pertinente qui soit le phénomène, se mettre à travailler sur la question, expertise, comme on dit, le sujet. Ça, c'est le monde idéal, parce que en fait, voilà, on peut avoir un travail rationnel qui est effectué avec une analyse à plat et un certain nombre de mesures qui pourront être aussi bien d'améliorer nos moyens de récolte d'informations, de partage d'informations avec nos alliés, mais aussi de sensibilisation de l'opinion, parce que voilà, c'est un exercice démocratique absolument normal. Pourquoi pas aussi d'ouverture de travaux pluridisciplinaires avec du milieu civil, etc. Ça, c'est le schéma monde idéal. La voie royale. Voilà, c'est comme ça que devrait fonctionner l'État. Malheureusement, tout semble indiquer que ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est pas frappant. Et donc, par rapport aux moyens qui sont les nôtres, il n'y a que 2 échappatoires. Le premier, c'est qu'on puisse avoir, de la même manière qu'aux États-Unis, des pilotes civils et encore mieux des pilotes de chasse qui viennent témoigner, avec des témoignages relativement récents, si possible. Idéalement... Parce que je te coupe une seconde, mais des pilotes de chasse qui ont témoigné, des pilotes français, on en a. Jacques Rine, qui est sans doute le plus connu aujourd'hui, a fait une observation extraordinaire. On en a pas mal parlé à l'époque, etc. Bon, ça n'a pas provoqué plus de réactions que ça, finalement. Non. Il était donc 23h, ce 23 septembre 1975. Vous êtes en exercice sur un Mirage. Que se passe-t-il à ce moment-là? Qu'est-ce que vous voyez? Alors d'abord, il faut rappeler que nous étions 2. Donc 2 observateurs dans des avions différents, donc sur des angles et des points de vue différents. J'étais plastron, c'était moi sur laquelle mon camarade s'entraînait, et là je vois quelque chose, on va dire un grand fuselage d'avion, on va imaginer ça comme ça, enfin un grand cigare, avec plein de hublots, et alors une luminosité à l'intérieur extraordinaire, vous voyez, quelque chose de très éclatant. En fait, notre mission nous apprenait à aller intercepter des avions pour les identifier. Ouais. Donc ça tombait bien. Parfait. C'est parfait. On retombait dans un sens pratique. Alors la post-combustion, et boum, un beau virage relatif, et on se met aux fesses de cet objet volant. Qui fait quoi? Qui fait le camp, qui disparaît. Tchac. Je veux dire, une accélération fulgurante. Un éclair, quoi. En 3 secondes, elle est passée... Même la navette spatiale, c'est pas ça, quoi. Même pas. On a le général Bruno Mignot qui, sur un Transal, a fait aussi une observation très étonnante. Voilà, on a des personnes. Hein, on a des personnes. Là, en l'occurrence, ce dont on a besoin, c'est 2 pilotes qui ont eu des incidents récents. Et quand je dis récents, c'est-à-dire à partir des années 2000, 2005, 2010, 2015. Comme c'est le cas aux États-Unis, quoi. Comme c'est le cas aux États-Unis. Ouais. Ça, c'est extrêmement important. En quelque sorte, des cas du XXIe siècle, si je puis dire. Et ensuite, l'élément qui est aussi très important associé à ce témoignage-là, c'est d'avoir des vidéos.
donc des enregistrements qui soient infrarouges ou en clair, ce serait encore mieux, qui puissent montrer ces objets. Et là, ça aurait tout de suite un effet extrêmement important sur l'opinion, et ça ferait bouger les choses très très rapidement, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. La deuxième option, l'un n'excluant d'ailleurs pas l'autre, c'est que le pouvoir politique se saisisse de la question. Si le pouvoir exécutif ne se préoccupe pas du sujet, il reste, comme aux États-Unis, le pouvoir législatif. Et donc là, c'est ce rôle-là qui serait à jouer. Il y aurait deux leviers d'action. Le premier, c'est l'enquête parlementaire. Et donc là, on est sur quelque chose de transpartisan. Lorsque les députés convoquent quelqu'un, qui que ce soit d'ailleurs, un gradé, un membre d'administration, un politique ou autre, vous devez être présent et vous devez répondre aux questions qui vous sont posées. Donc c'est un exercice coercitif et qui fonctionne très bien. Mais il y a un droit de tirage qui est très très limité. À peine une commission d'enquête parlementaire par groupe politique par an. Autant dire que c'est très peu probable qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur les phénomènes anormaux non identifiés qui puisse voir le jour, sauf encore une fois à ce qu'il y ait des révélations fortes qui soient faites par ailleurs. Et donc, ce qui est plus probable et qui n'est pas inatteignable, c'est qu'il puisse y avoir une mission d'information qui est donc beaucoup moins contraignante, qui peut aussi être transpartisane, et sur un sujet comme ça, de la même manière que les Américains, qui sont pourtant aussi divisés que nous, ont su travailler entre républicains et démocrates, ce serait idéal que tous les partis politiques, tous les groupes politiques qui sont représentés à l'Assemblée et ou au Sénat fassent ce travail transpartisan d'obtenir des éléments de réponse pour justement pouvoir faire bouger les choses et informer le public. Et donc, faire le point. Tout à l'heure, tu as laissé échapper un... C'est en train de bouger. C'est en train de bouger parce que j'ai eu des questions qui m'ont été posées par des parlementaires de tous bords. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt. J'ai pu leur adresser aussi le livre qui a contribué à les sensibiliser. Et mon sentiment, c'est qu'on aurait déjà quelque chose aujourd'hui de déclenché si on n'était pas dans le contexte politique qui est le nôtre. Parce qu'il faut bien mesurer les choses. On a une instabilité très forte. Au moment où on tourne, il est question de dissolution ou pas dissolution, mais en vérité, ça fait justement depuis la première dissolution décidée par le président qu'on se pose la question de futures élections. Et dans ce cadre-là, il faut se mettre à la place des députés, se dire peut-être que dans 2 mois, je dois repartir en campagne, c'est-à-dire un exercice quand même qui est très difficile, quoi qu'on en dise. Avoir dans la rue le risque que des gens vous disent « Ah bah oui, c'est celui qui a déclenché un truc sur les ovnis », c'est extrêmement difficile. Et donc, faire ce choix de la part des parlementaires qui voudront bien d'une mission d'information sur le phénomène, ce sera un choix courageux parce que c'est certain que forcément il y aura des questions qui seront posées, des oppositions un peu stupides qui pourront s'en saisir de manière très politicienne. Donc si retour à une stabilité, une certaine forme de stabilité politique, tu as bon espoir qu'on arrive à provoquer une réaction chez certains parlementaires en tout cas. Disons que c'est un espoir qui n'a jamais été aussi fort, si je peux faire une réponse politique, mais qui suffit pas parce que, encore une fois, la politique c'est une affaire de moment. Et donc, il y a eu un moment avec la sortie du livre, en toute humilité, ça a quand même produit pas mal de médias, ça a un peu fait réagir dans la sphère politique, très modestement, mais en tout cas suffisamment pour que, comme je le disais, je sois contacté par des députés. Le Parisien, qui joue aussi un rôle très important sur la question avec ses articles, avec ses unes. Donc il y a un moment, il est encore là. Est-ce que l'année prochaine, il le sera toujours ? C'est pas facile de l'anticiper. S'il reste présent et qu'il reste fort, que la situation se stabilise un petit peu, on peut espérer. Malgré tout ce retard un petit peu accumulé en France, et pas que, sur cette question, on en a brièvement parlé tout à l'heure, on a eu quelques signaux positifs. Cette année, en mars 2025, se tenait donc le Paris Defense and Strategy Forum à École Militaire, qui est un événement qui est sous l'égide du ministère des Armées. Au cours de ce forum, sur 2-3 jours, il y avait une table ronde qui s'intitulait sobrement « Phénomènes aérospatiaux non identifiés ». Table ronde à laquelle tu as d'ailleurs participé, à laquelle j'ai eu la chance d'être invité. Et puis là, donc dans cette pièce, on a parlé OVNI clairement dans une pièce remplie de personnalités issues des milieux
politiques, de l'armée, de différentes institutions. C'était une salle pleine, accueil chaleureux, applaudissements à la fin, etc. Je trouvais que c'était plutôt chouette. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce signal de la part du ministère des Armées? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as participé? Alors, c'est un premier pas. Ouais. C'est de ce point de vue-là extrêmement fondamental parce qu'il en faut toujours un. Et c'est évidemment très important de pouvoir avoir ne serait-ce que déjà une discussion sur le thème et de manière raisonnable avec effectivement, comme tu le disais, des interlocuteurs qui sont globalement, parce que les entrées étaient quand même très filtrées, des actifs au sein du ministère des Armées, qui soient civils ou militaires. Donc ce travail de sensibilisation, de discussion de manière rationnelle, il était évidemment très important. Ça ne veut pas dire pour autant que le ministère des Armées endosse le phénomène, le reconnaît, l'authentifie de la même manière que l'a fait le Pentagone. On a encore plusieurs pas à franchir avant d'en arriver là, mais c'est bien, le débat est ouvert et on peut commencer à se préoccuper de la question. Tu disais tout à l'heure que il nous manquait des vidéos, il nous manquait en gros des témoins forts, un témoignage fort comme ce qu'il peut y avoir en ce moment aux États-Unis. Je me suis un peu renseigné sur la façon dont en France on pouvait éventuellement protéger des lanceurs d'alerte. Et il se trouve qu'on a des lois également qui les protègent même très bien. Particulièrement depuis 2022, où il y a eu une mise à jour de la loi pour se calquer sur celle de la Convention européenne des droits de l'homme. Je ne savais pas du tout en fait qu'on pouvait nous aussi fortement protéger nos lanceurs d'alerte en France. Et du coup, je me joins à ce que tu disais tout à l'heure. S'il y a des gens qui nous regardent et qui ont des informations et qui doutent du fait que ce soit vraiment légal de les partager, il y a des canaux légaux pour le faire. En tout cas, ça s'étudie réellement et je pense qu'on a grandement besoin de ces témoignages-là. Oui, et d'autant plus que, il faut le dire, on n'est pas du tout, du point de vue de l'État français, dans la même attitude que l'administration américaine. Les mesures de rétorsion extrêmement violentes qu'ont pu avoir à subir des lanceurs d'alerte américains, évidemment, c'est une doctrine qui n'est pas du tout en vigueur chez nous, ça n'a strictement rien à voir. Donc le risque physique, le risque même pour la carrière ne s'entend pas du tout de la même façon. Il faut être très clair qu'aujourd'hui, un lanceur d'alerte français n'est pas accueilli du tout de la même manière et effectivement prend beaucoup moins de risques pour sa vie, sa santé et sa liberté. Et sa carrière qu'un Américain. En disant cela, est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'il s'agit plutôt d'un blocage au niveau culturel plutôt qu'un blocage au niveau institutionnel? Oui, alors c'est très lié à ce qu'on se disait précédemment, c'est-à-dire que effectivement notre état d'esprit aujourd'hui reste bloqué à l'ère du déni en quelque sorte, où on considère qu'on n'est pas du tout concerné par la question. Et c'est un tort parce que il est tout à fait possible, et quand j'ai discuté avec des responsables de l'armée de l'air en particulier, ils n'ont pas évoqué à aucun moment des incidents graves comme ceux qui ont pu être observés à bord de l'USS Roosevelt, notamment en 2015, avec pratiquement tous les jours des intrusions d'objets, des comportements extrêmement particuliers, certains filmés d'ailleurs. On a manifestement, enfin en tout cas c'est probable qu'on n'ait pas cet équivalent-là. Donc à partir de là, l'urgence est au moins pressante. Mais on a des cas dans lesquels nos partenaires de l'OTAN sont confrontés à des phénomènes qui doivent nous alerter parce qu'on pourrait être susceptible aussi de les subir. On parle aujourd'hui beaucoup des survols de drones qui sont survenus aux États-Unis, qui sont survenus également en Europe. In 2019, the Palo Verde nuclear plant in Arizona, the largest power producer in the country. In 2024, an experimental weapons site in Southern California where defense contractors are building the next generation of stealth bombers. Last December,
the Army confirmed 11 drone sightings over the Picatinny Arsenal in northern New Jersey, where advanced weapons are designed and built. Another swarm of drones was disrupting operations at an airbase in the UK, where U.S. nuclear weapons have been stored. En Allemagne, l'Allemagne autorise ses forces armées à abattre des drones en cas d'intrusion sur son territoire. Décision du ministre de l'Intérieur allemand au lendemain du survol par plusieurs drones du nord du pays. Une nouvelle incursion dans le ciel européen, Wilfried de Villers. Elles ont été multiples cette semaine sans que l'on connaisse véritablement ses auteurs. Plus récemment, au Danemark. Le ministère de la Défense danois parle d'une menace systémique. Il vise bien sûr la Russie, qui de son côté nie toute implication. Dans un certain nombre de cas, il n'y a absolument aucun doute sur le fait que ce sont des drones tout à fait conventionnels qui peuvent être le fait d'une puissance étrangère. Dans d'autres, c'est des acteurs civils, des particuliers même. Et donc là, il y a des mauvaises interprétations. Mais il y a des cas dans lesquels, manifestement, c'est un tout petit peu plus complexe. I can tell you, I am privy to classified briefings at the highest level. I think the Pentagon and the National Security Advisors are still mystified. Still mystified? Yes. C'est très récent, ce qui s'est passé notamment aux États-Unis en 2023 sur la base de Langley en Virginie, où pendant près de 3 semaines, chaque nuit, on avait des survols d'objets d'une base extrêmement critique parce qu'elle abrite les F-22 Raptor, qui sont des avions de chasse si perfectionnés que les États-Unis ne l'exportent pas, alors même qu'ils exportent le F-35. Et bien, les avions en question ont été cloués au sol pendant près de 3 semaines, même déplacés de leur base. Et un incident comme celui-ci peut tout à fait arriver en France. Et ce qui s'est d'ailleurs passé il y a quelques semaines, c'est que l'armée et le Pentagone en l'occurrence a été interrogé au sujet de ces incidents. Et le porte-parole du Pentagone a été obligé de reconnaître que les mesures anti-drones régulières, si je puis dire, les brouillages de fréquences, etc., n'ont pas fonctionné. Fondamentalement, il n'y a aucune raison objective pour qu'un incident comme celui-ci qui s'est produit il y a 2 ans aux États-Unis n'arrive pas demain en France. Et donc, on a cet enjeu de pouvoir anticiper, de pouvoir travailler, de pouvoir se préparer pour répondre à ce type de menaces. Je trouve qu'il y a une différence aussi au niveau culturel entre la France et les États-Unis du point de vue de l'attachement au droit à l'information. Il y a quelque chose qui est très américain avec notamment le FOIA, le Freedom of Information Act, qui est quelque chose de très ancré culturellement chez eux, d'avoir le droit d'obtenir ces informations, d'avoir le droit d'aller les demander à leur gouvernement. C'est quelque chose qu'on a moins chez nous. Et j'ai l'impression que ça peut être aussi une des raisons qui fait que certaines personnes là-bas décident de sortir du bois pour apporter cette information. Parce qu'ils ont grandi avec cette idée du droit à l'avoir et donc, dans ce cas-là, dans leur cas, à la partager à ceux qui ne l'avaient pas. Oui, c'est vrai. Alors, on a en France quand même des procédures pour obtenir des informations qui ne sont pas publiées. On a une commission administrative pour ça qui s'appelle la CADA, qui a été récemment dans l'actualité parce que c'est notamment elle qui a forcé la révélation d'un certain nombre de notes de frais. Donc on a des voies diverses d'ailleurs pour obtenir l'information, mais effectivement aux États-Unis ils sont plus sensibles au sujet parce que ils n'ont pas la même approche que nous. Les États-Unis c'est un État c'est un pays plus exactement, avec un peuple qui s'est construit contre un État, en l'occurrence celui de la couronne britannique. La France existe parce que c'est l'État qui l'a fabriqué. Et aujourd'hui encore, l'État est la colonne vertébrale de la nation française. Et donc on a une approche qui n'a rien à voir, puisque dans un cas, on est sur une démarche où on veut contenir l'État, on a une sorte de suspicion, de contrôle, d'exigence permanente vis-à-vis de sa légitimité et de son action. Ça, c'est le cas américain. Et nous, qui au contraire, avons une démarche dans laquelle l'État est beaucoup plus nourricier et dans lequel on a une démarche d'attente plus passive que les Américains. Je parlais en début d'interview de ce moment où tu travaillais au sein du ministère et qu'on a vécu tous la pandémie. C'est ce qui t'avait poussé à envisager un livre où tu envisageais au moins un scénario
catastrophe, scénario de rupture, en tout cas. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut imaginer, par exemple en France ou même internationalement, tu me dis ce qui te vient, mais comme type de scénario lié au pan. Qu'est-ce qui pourrait se passer, par exemple, demain? Alors, il y a plein d'hypothèses, la seule limite finalement c'est l'imagination, mais c'est un exercice qui est intéressant et qui est important parce que c'est de l'anticipation et c'est comme ça qu'on se prépare en fait, c'est assez classique. On peut imaginer des scénarios à de très faible intensité. Donc en l'occurrence, ce pourrait être par exemple des divulgations de vidéos en clair, cette fois, pas infrarouge, donc comme une GoPro, quelque chose de vraiment très visuel, très spectaculaire, qui soit déclassifié. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'US Navy notamment, mais aussi les autres corps de l'armée américaine, ont des vidéos en clair, en grande quantité, de ces objets. Donc on pourrait imaginer une divulgation de cet ordre-là, qui interpellerait beaucoup plus que les images un peu floues, infrarouges qu'on a aujourd'hui, et qui nécessiterait effectivement qu'on pose des questions aussi à nos propres responsables. Ça, c'est très basse intensité. On peut imaginer aussi que le président Trump, conformément à ses engagements de campagne, fasse des divulgations, voire reprenne les mots de son directeur de la CIA, et donc reconnaisse l'existence d'objets contre lesquels les États-Unis n'ont pas de moyens de défense, ce qui évidemment serait une déflagration et amènerait beaucoup de questions aussi de ce côté-ci de l'Atlantique. Chacun de ces deux cas de figure a déjà des incidences différentes. Après, on peut imaginer des cas aussi franco-français. On peut imaginer la transposition du cas de l'anglais, donc la base américaine survolée pendant 3 semaines par des objets inconnus. C'est déjà arrivé en France, des survols d'installations critiques. On a des survols d'installations critiques, mais disons avec des phénomènes qui interpellent un peu plus, comme ce qu'il a pu se passer par exemple à Malmstrom ou à Amino, avec des interférences directes sur les installations nucléaires, ce qui est un peu plus effectivement intense. Et après, il y a un cas qui était d'ailleurs celui du roman, dans lequel on a un survol par un phénomène, donc par un objet inconnu, lors du 14 juillet. Et je trouve que ce cas-là est hyper fort, parce qu'on a la publicité, c'est filmé, on a les plus hautes autorités civiles et militaires qui sont présentes, et on a du public. Donc on a littéralement toutes les cases qui sont cochées pour en faire un exercice d'anticipation extrêmement intéressant. Et maintenant, si je peux me permettre de prolonger un peu le propos, dans un cas comme celui-ci, fondamentalement, qu'est-ce qui se passerait à court terme? À court terme, si on a un phénomène qui frappe l'opinion, il est extrêmement probable que le pouvoir politique, entendre le ministre des Armées et le président de la République, demande des réponses aux services. Comment ça va se passer? Il est très probable qu'il y ait à la fois une cellule interministérielle de crise qui se monte pour évaluer les incidences potentielles de l'incident. Donc si je reprends le cas du 14 juillet, c'est est-ce qu'il y a des mouvements de panique? Est-ce qu'il faut déployer des forces de police? Est-ce qu'il y a des désertions dans les postes de travail? Parce que c'est ce qu'on avait à voir lors de la crise Covid. Si les gens n'allaient plus dans les hôpitaux pour travailler ou n'allaient plus dans les commerces alimentaires et qu'on ne pouvait plus approvisionner les Français, on se serait retrouvé en situation critique. Donc c'est tous ces sujets-là qui sont abordés dans les cellules interministérielles de crise, qui sont travaillés à cette occasion-là, et aussi dans le format supérieur, qui est le Conseil de défense, qui se réunit sous l'autorité du président de la République, généralement d'ailleurs dans une pièce un peu particulière qui est sous l'Élysée, qui s'appelle Jupiter, la salle Jupiter, et dans lequel justement on évalue les incidences potentielles, on documente, on essaie de faire le point sur la situation et de prendre des mesures d'urgence. Si jamais le ministère des Armées n'a jamais travaillé sur la question, et que on n'a aucun élément de dossier très construit, très probant à apporter aux responsables politiques à la suite de cet incident, là, à ce moment-là, on aura un problème, et on aura un problème à double titre. C'est-à-dire que ce sera une faute
puisque l'actualité américaine démontre qu'en fait on doit s'en préoccuper d'ores et déjà. Donc il y aura forcément des comptes qui seront demandés. Et ensuite, ce sera dangereux parce que c'est là où vous pouvez avoir un certain nombre de décisions improvisées qui se prennent et qui peuvent être mauvaises parce que justement, si on n'a pas travaillé des scénarios d'anticipation, on peut prendre de mauvaises décisions. Et c'est pour ça que vraiment, encore une fois, j'espère qu'il y a un travail qui est mené quelque part au sein du ministère des Armées de manière sérieuse et documentée sur le phénomène. Et pas qu'on est simplement dans le business as usual. On n'a pas eu de question du pouvoir politique. Ok, il y a des choses qui se passent un peu aux États-Unis, mais tout ça, c'est pas très clair. Et donc, on a d'autres priorités. On verra plus tard. Parce que le jour où on a un incident, c'est pas dit que ça arrive, c'est même plus probable que ça n'arrive pas. Mais si on a quelque chose, à ce moment-là, on sera quand même dans une situation un peu délicate. Il y a une autre approche, il y a une différence aussi culturelle entre la France et les États-Unis que je tiens à souligner avant qu'on en termine, qui est que les Américains voient les choses beaucoup sous l'angle de la sécurité nationale. Nous, on a une approche qui doit être beaucoup plus tempérée, civile. C'est-à-dire que c'est pas qu'un sujet effectivement de sécurité potentielle, que personne ne peut nier, c'est une évidence, mais c'est d'abord, j'ai envie de dire, un sujet scientifique, sociologique, presque philosophique, qui est hyper intéressant à explorer. Et c'est ça en fait finalement ce dont on a aussi besoin, c'est que on puisse avoir un travail rationnel qui soit fait de manière civile et avec des réponses qui pourront être autres que de simples mesures de défense. Le phénomène mérite mieux, je pense, que de seules considérations d'ordre militaire. Bien sûr. Notre interview touche à sa fin. Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Quel est ton sentiment personnel sur la nature du phénomène ? Alors, objectivement, c'est très compliqué de te répondre. Je ne veux pas faire de la langue de bois politique. Mettons l'hypothèse la plus extrême, qui consiste à dire que derrière les ovnis se cachent effectivement des extraterrestres. Je mets des guillemets. C'est une assertion, ça peut être une conviction, et je la rejette pas du tout, elle est parfaitement légitime au regard des performances des objets, c'est tout à fait une hypothèse crédible. C'est aussi une hypothèse crédible par le fait qu'il y a 10 fois plus d'étoiles dans l'univers qu'il y a de grains de sable sur Terre, donc on est sur des volumes qui sont tellement énormes que ce serait quand même assez particulier de pouvoir affirmer avec certitude qu'il n'y a pas de vie ailleurs, et dès lors que cette vie ailleurs n'est pas capable de venir ici. Donc c'est tout à fait défendable, mais néanmoins le fait est que les éléments dont on dispose aujourd'hui ne montrent pas la capture d'un objet, une capture vidéo ou radar ou autre, d'un objet qui vient de l'espace et qui rentre dans l'atmosphère terrestre pour y faire et effectuer des manœuvres. À partir de là, les mots ont un sens. Extraterrestre, ça veut dire ça. D'accord. Il y a plein d'autres hypothèses, tu les évoquais toi-même d'ailleurs avec le grand JD il y a peu. Ça peut être des formes de sondes, par exemple, des drones, pour reprendre un terme très contemporain, avec quand même la précision qui est que le phénomène est bien antérieur à l'apparition des drones. Il faut aussi remettre les choses en l'état, mais ça peut être effectivement des objets qui ont une nature de sonde, qui sont présents d'ores et déjà et peut-être même depuis très longtemps sur Terre. Pourquoi pas pour y effectuer des relevés, du reporting, si je puis dire. Mais donc des sondes qui seraient issues d'une technologie non conventionnelle, qui seraient non conventionnelles, effectivement. Et c'est aujourd'hui une des hypothèses les plus documentées parce qu'effectivement, on voit beaucoup d'objets qui sortent des mers. Et d'ailleurs, récemment, lors de la dernière audition, le sous-officier de l'US Navy, qui est encore d'active, c'est le cas qu'il a pu évoquer, avec l'appui d'ailleurs de vidéos qui ont été publiées et montrées d'ailleurs aussi à cette occasion, d'objets, un tic-tac d'ailleurs aussi, plusieurs tic-tac même, qui sortent de l'eau et qui rejoignent les airs. Donc c'est aussi tout à fait une hypothèse possible. Et après, il y a effectivement le cas d'hypothèse conventionnelle, et qui pourrait être le fait de technologies particulièrement avancées, travaillées par les États-Unis, peut-être par la Chine, par la Russie, ça semble quand même un peu plus improbable. Voilà, c'est une autre des hypothèses qui, il faut l'avouer, n'est pas non plus la plus convaincante quand on voit la performance
des objets et les mesures scientifiques qui ont pu être, les analyses scientifiques plus exactement, qui ont pu être faites sur les performances d'un certain nombre de ces objets, tant en termes de vitesse, plus de 90 000 km/h par exemple pour le Tic Tac, que d'énergie nécessaire à la propulsion de ces objets, puisque si je reprends le cas du Tic Tac qui a été le plus documenté, un physicien de l'université de New York, Kevin Nuss, de mémoire, a pu estimer que l'objet, avec la force d'accélération qui était la sienne, avait besoin d'une énergie qui était équivalente à 10 fois le parc nucléaire américain. Donc effectivement, on est sur des ordres de grandeur qui sont complètement disproportionnés, complètement hors normes. Et donc voilà, on a effectivement l'hypothèse non conventionnelle qui est tout à fait crédible par rapport à des explications de projets secrets. Merci Sylvain. Avec plaisir. C'était passionnant. Merci à toi. Et voici pour ce 6e épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'ai à cœur de vous proposer à chaque épisode une nouvelle manière d'aborder le sujet. Ici, l'angle politique permet de replacer le sujet dans un environnement extrêmement concret, celui de nos institutions. Comme Sylvain nous l'a très clairement exposé, la méthode qui aux États-Unis a permis de faire évoluer la perception du grand public sur ce phénomène a été de le faire porter par des institutions prestigieuses. D'abord médiatiques, au travers du New York Times, de Politico, du Washington Post, dont les enquêtes et les articles ont poussé le Pentagone à authentifier les vidéos et à reconnaître la présence dans leur espace aérien d'objets inconnus aux performances en décalage avec les technologies du moment. Cette reconnaissance a été fondamentale, puisqu'elle a fait passer le sujet d'un sujet d'actualité à un sujet dont la responsabilité devenait aussi celle des politiques. De fait, des membres du Congrès et du Sénat s'en sont saisis. Et ils appellent aujourd'hui à plus de transparence et encouragent les personnes en possession d'informations clés à se manifester et à venir témoigner. Car si tout cela a été rendu possible, c'est bien grâce à cette multitude croissante de voix, militaires, scientifiques, agents du renseignement, qui chacune dépose une pièce de plus dans un puzzle dont l'image commence enfin à se dessiner. En France aussi, ces témoignages existent. Et comme nous l'expliquions plus tôt, des canaux légaux et sécurisés sont à la disposition de celles et ceux qui mesurent la responsabilité morale de les rapporter. Aux États-Unis comme ici, ces témoignages sont la clé. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt pour un prochain épisode.